Le 22 juillet 87, une femme entre dans un poste de police de Londres, terrifiée et criant qu'un homme dehors la poursuit en grognant comme un loup. Plusieurs agents sortent alors à l'extérieur du commissariat et se retrouvent face à un homme complètement enragé, à la force surhumaine. Bill Ramsey, le loup-garou de Londres, c'est l'histoire que je vous raconte aujourd'hui. Clap. Join us, support us, join us, support us. Just because the media is massive, we have draconian laws, we have brutal police action, and we have the judiciary working at the behest of the political leaders. Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo aussi mystérieuse que terrifiante. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de l'histoire du loup-garou de Londres racontée par les célèbres démonologues Ed et Lorraine Warren. Eh bien c'est aujourd'hui l'histoire dont je vais vous parler parce qu'elle a ce petit goût de mystère que moi j'apprécie particulièrement étant donné qu'encore à ce jour elle est totalement inexpliquée. Pour une fois nous ne sommes donc pas sur un cas de fait divers ou de tueur en série mais sur quelque chose d'un peu plus paranormal et j'espère que ce format de vidéo vous plaira tout autant que les autres. Avant de débuter cette histoire, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être bien sûr de ne rien louper des nouvelles vidéos. Et si vous êtes prêts, je vous laisse vous installer avec votre plaid, il fait super froid, une boisson à manger, dans le noir ou pas, bref, c'est parti. Dans les années 50, Bill Ramsey est un petit garçon solitaire à l'imagination assez débordante et qui passe ses journées au cinéma à regarder des films sur la Seconde Guerre mondiale et à s'imaginer dans le rôle du héros. En 1952, après une après-midi à avoir regardé des films sur la Deuxième Guerre mondiale, Bill se précipite dans son arrière-cour pour aller jouer avec ses petits soldats avant la nuit lorsque soudainement il est submergé par une immense vague de froid. Une odeur atroce qui lui rappelle un tuyau d'égout qui avait lâché dans sa rue lui donne alors la nausée. Il s'avance alors dans sa ruelle, regarde les étoiles, il a peur et des images de loups traversent son esprit. À cet instant, sa mère l'appelle et Bill Ramsey trouve la voix de sa mère très agaçante et il se fait la réflexion que finalement, personne ne le connaît vraiment. C'est alors que quand il se tourne pour rentrer, sa chaussure percute le poteau de clôture et Bill s'étale sur le sol. Une vague de colère s'empare alors de lui et il arrache littéralement le poteau du sol avec la force de 3 hommes. Il fait voler des morceaux de terre jusqu'au porche de sa maison, bref, la foire. Ses parents qui l'observaient alors par la fenêtre vont sortir précipitamment dans le jardin, complètement stupéfaits de voir leur fils brandir le poteau au-dessus de sa tête. Et quand ces derniers vont lui crier de lâcher le pilier, Bill va se jeter à terre et va commencer à complètement déchirer le grillage avec ses dents et avec ses mains, en se blessant évidemment au passage. Ils s'enfermèrent dans la maison, laissant Bill du coup seul sous le porche et quelques minutes plus tard, Bill sentit la vague de froid quitter son corps et comprit alors qu'il s'était passé quelque chose de grave, sans pour autant vraiment parvenir à se souvenir de ce qui s'était passé. Ses parents vont considérer alors que sa crise c'est un simple incident, on va dire regrettable, et que ça ne se reproduirait plus jamais. Et ce fait-là devint derrière un véritable secret de famille. À l'âge de 38 ans, Bill Ramsey c'est désormais un homme qui est marié, qui est père de 3 enfants et qui travaille en tant que charpentier dans une petite station balnéaire de l'Essex en Angleterre. 30 ans se sont écoulés depuis sa crise et cette dernière ne s'est jamais reproduite. Et puis une fin de semaine où il était particulièrement fatigué, Bill fait une petite sieste dans le van d'un de ses coéquipiers lorsque soudain il se jette sur un de ses camarades en grognant. Ce dernier va alors penser que c'est une blague et d'un coup il va sentir en fait les dents de Bill se planter dans sa jambe. Son collègue est terrifié et lorsque Bill va reprendre ses esprits, encore une fois, il ne se souviendra absolument de rien. Le pensant un petit peu fatigué, ses coéquipiers vont promettre de ne jamais en parler, mais malgré tout, Bill n'en sera pas forcément rassuré parce que l'incident lui rappelle beaucoup trop ce qui s'est passé
auparavant dans son enfance. Il va alors chasser l'idée de son esprit en se disant qu'il n'y a probablement aucun rapport entre ces deux événements-là. Le 5 décembre 83, alors que Bill rentre chez lui en voiture, il est pris d'une violente douleur à la poitrine et il va s'empresser de garer son véhicule en voulant éviter un accident. Mais comme la douleur est en train de s'accentuer, il décide du coup de repartir en direction du Southend Hospital. Quand il arrive sur le parking, il est complètement en sueur, il a une douleur qui le parcourt de la poitrine jusqu'au bras droit et il va s'effondrer contre la portière de la voiture. Il va essayer un peu tant bien que mal d'atteindre la porte des urgences et au moment où il y arrive enfin, de nouveau, il a une vague de froid glacial qui l'envahit. Quand il parvient enfin à pousser la porte des urgences, il est accueilli par deux infirmières qui vont le mettre sur un brancard et commencer un peu à l'interroger sur ses symptômes avant que le médecin n'arrive. Alors qu'il est en train de répondre à leurs questions, d'un coup, il sent un frémissement dans son ventre, ses mains se transforment en griffes et il se met à grogner. Il va attaquer une des deux infirmières en la mordant au bras et après qu'elle lui donne une gifle qui du coup ne va servir absolument à rien, la seconde infirmière va s'enfuir en hurlant dans les couloirs. À ce moment-là, un policier qui était de passage à l'hôpital et qui prenait un café aux urgences avec un interne entend alors le hurlement au fond du couloir et tous les deux vont se mettre à courir en direction des cris. Lorsqu'ils arrivent à la porte, ils trouvent un homme qui a l'air complètement hagard, qui tient à distance deux infirmières, qui transpire, qui grogne, bref, vraiment quelqu'un qui a l'air perdu. Le policier va tenter alors de s'approcher de Bill, avec prudence bien sûr, mais ce dernier va s'emparer en fait d'une chaise qu'il va faire complètement voler à travers la pièce avant de sauter complètement sur le policier et d'essayer de le mordre. Et après plusieurs minutes de lutte, ils vont réussir à l'attacher à une civière, mais l'homme est tellement fort qu'ils ont bien du mal à le maîtriser et même après l'avoir attaché, ce qui va lui valoir en fait une injection de calmant donnée par un médecin pour que il réussisse enfin à se détendre et qu'il sombre complètement inconscient. Et quand Bill reprend conscience, il est dans l'ambulance qui le conduit en asile psychiatrique. Et il pense alors en fait qu'il a tué quelqu'un. Évidemment, comme les autres fois, il ne se souvient absolument de rien. Les médecins vont lui faire passer une tonne d'examens et tous évidemment sans un seul résultat probant qui peuvent les mener à un quelconque diagnostic. Donc ils vont le laisser complètement repartir sans aucun traitement. Bill à ce moment-là, il est complètement honteux, il est déçu, il est perplexe et il se met à faire énormément de recherches avec l'aide de sa femme Nina pour essayer de trouver la cause de ces crises. Au début, il va penser à une allergie, à une consommation excessive de sel, mais vraiment ça va être en vain, il n'y a rien de tout ce qu'il va essayer qui ne va fonctionner. Le 22 juillet 87, Nina, la femme de Bill, va recevoir un appel qui l'informe que son mari a presque tué un agent de police et qu'il visiblement ne s'en souvient absolument pas. Ce dernier va alors raconter avoir bu quelques bières avec des connaissances avant de reprendre la route en direction de chez lui. Et comme à ce moment-là, il ne veut pas risquer de croiser la police, il a choisi de prendre une route qui est beaucoup moins fréquentée. Et sur cette route, il va apercevoir au loin une prostituée et il va raconter avoir l'idée qu'elle ne devrait pas faire en fait ce métier et qu'il devrait l'en empêcher. Il a alors attrapé la jeune femme qu'il a jetée littéralement dans son van avant d'essayer de la conduire au poste de police. Mais évidemment, cette dernière, un peu paniquée et terrifiée, ça paraît logique, l'a traité complètement de fou et quand Bill a stoppé le van devant le poste de police, elle s'est précipitée à l'intérieur et elle a hurlé qu'un homme l'a pourchassée et qu'il grognait comme un chien. La suite des événements, évidemment, Bill ne s'en souvient pas. Par contre, les policiers qui étaient de garde ce soir-là, eux,
ben ils sont pas prêts de l'oublier. C'est que quand ces derniers sont sortis du poste, ils ont évidemment demandé à Bill de les suivre, mais une fois dans le bâtiment, il est devenu complètement fou et il a commencé à agir comme un loup. Il a alors violemment agressé le sergent Terry Fisher, qui n'était pourtant pas un petit gabarit puisqu'il faisait 1m80 pour 89 kg, autant vous dire que c'était quand même un beau bébé. Il l'a littéralement fait voler dans les airs comme si c'était un vulgaire épouvantail. Évidemment, il l'a très grièvement blessé. Ce dernier, du coup, à la suite de ça, a même dû prendre sa retraite de manière anticipé. 6 agents ont dû être mobilisés pour le maîtriser et l'amener jusqu'à sa cellule. Et durant cette détention, Bill va parvenir en fait à passer sa tête et le bras à travers la petite fenêtre de sa cellule et il va essayer à plusieurs reprises d'attraper les agents de police qui passent devant. Et l'inspecteur Belford, qui était donc présent ce jour-là, raconte qu'il est très hargneux, qu'il grogne et que sa main a une forme de griffe. Et si quelqu'un tentait de s'approcher de lui, il bondissait et il tentait de le mordre. Il montrait les dents avec l'apparence d'un chien fou. Les policiers du coup ont dû faire appel aux pompiers pour lui sortir la tête et le bras du trou de sa cellule. Et pour les pompiers, pas d'autre moyen que de l'endormir pour qu'il puisse intervenir. Les médecins de l'hôpital où Bill va être conduit vont pratiquer une série de tests pour essayer de déterminer la cause de son étrange comportement, mais encore là, tous les examens ne vont révéler aucun problème, ni schizophrénie, ni psychose, ni épilepsie, et ils vont finir par conclure qu'il a agi ainsi à cause de l'alcool qu'il avait ingurgité. Et Bill de son côté, il va vraiment se mettre à déprimer, il ne comprend absolument pas ce qui lui arrive et il va dire, d'après ce qu'ils disent, je découvre mes dents, je grogne, je gémis, ma vie est un enfer. J'avance à 4 pattes et mes mains se transforment en griffes de bête. On me dit que je fais des choses incroyables, mais je ne semble jamais me blesser. Mon Dieu, les gens ont même dit que je ressemblais et que j'agissais comme le loup-garou de Londres. Pourquoi cette terrible chose m'arrive à moi? Je n'en sais rien. Si je pouvais prendre une pilule pour l'arrêter, je le ferais. Je n'en peux plus de tout ça. Et comme je vous le disais en introduction, ce cas très particulier de Bill Ramsey va attiser l'intérêt des célèbres enquêteurs du paranormal, Ed et Lorraine Warren, qui vont découvrir son existence à travers les tabloïds et à travers certaines émissions de télé. Un peu troublés, ces derniers vont décider de mener l'enquête et vont se rendre à Londres pour interroger les témoins et les agents de police qui ont été confrontés à Bill. Et ils vont finir par conclure que si la police, la science, les psychiatres et les psychologues n'ont pas réussi à soigner Bill Ramsey, c'est parce qu'il n'est pas malade, mais parce qu'il est possédé. Pour Ed et Lorraine Warren, Bill Ramsey avait donc besoin d'un exorcisme, mais quand ces derniers vont le contacter pour lui exposer cette option, Bill va être complètement sceptique et il va totalement refuser de les écouter. Et les Warren vont même aller jusqu'à lui proposer de lui offrir le voyage pour sa femme Nina et lui dans le Connecticut, mais de nouveau, il va refuser. Et finalement, c'est Nina qui va parvenir à le persuader en lui disant qu'après tout, après avoir tout essayé et que rien ne marche, pourquoi ne pas essayer ça? Et donc Bill va finir par se dire, après tout, au pire, ça nous fera un voyage en Amérique. Et donc, ils partent tous les deux aux États-Unis et arrivé à l'hôtel, Bill va d'ailleurs faire une petite crise, une très courte crise, mais qui va quand même manquer de tuer sa femme. Et le 28 juillet 89, c'est Monseigneur McKenna qui va procéder à l'exorcisme de Bill, entouré évidemment d'Ed et Lorraine Warren, de sa femme Nina, mais aussi de John Zaffis, qui était un enquêteur du paranormal, et de 6 policiers armés de pistolets paralysants au cas où il pourrait y avoir un problème. Il y a aussi dans ce lot-là David Alford et John Cleave qui sont écrivains et photographes au journal The People à qui Bill Ramsey a laissé l'exclusivité de son histoire. Et si Bill est au début assez agité, il va finir par s'installer dans le fauteuil en face de l'hôtel et Monseigneur McKenna va pouvoir commencer son exorcisme. Assez rapidement, Bill Ramsey va sembler ne plus être totalement lui-même, ses muscles de son cou vont s'élargir, ses
ses oreilles vont commencer à pointer, il va se mettre à hurler et à trembler sur sa chaise avant de tenter de mordre McKenna qui va lui se replier derrière l'autel. Les policiers vont vouloir intervenir, mais McKenna va les tenir à distance et continuer de brandir sa croix en récitant des mots en latin et en s'adressant au démon qui semble posséder Bill. Et soudainement, Bill va être pris de faiblesse, il va se mettre à reculer lentement avant de nouveau de se laisser retomber sur sa chaise. Il sentit alors la puissance du loup-garou quitter son corps, ses griffes redevinrent des mains et il perdit connaissance. Et lorsqu'il va revenir à lui, il va expliquer qu'il se sent enfin en paix. Il dira « Quand je suis sorti de l'exorcisme, je me sentais une nouvelle personne. J'imagine que c'est le sentiment que ressentirait une personne aveugle si elle pouvait soudainement voir ou une personne sourde qui commencerait à entendre. J'avais le sentiment d'être guéri, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez dire à n'importe qui. Ce n'était pas physique, mais c'était quelque chose que je savais. Cet exorcisme-là, il fut donc un succès et Bill Ramsey ne fit plus aucune crise par la suite. En 91, ce sujet fut l'objet d'un des livres du couple Warren intitulé Werewolf, A True Story of Demonic Possession. Cette histoire, malgré le fait qu'elle ait fait grand bruit dans les journaux, elle reste peu connue du grand public, mais finalement ce qu'on peut retenir de tout ça, et particulièrement pour moi qui apprécie le paranormal mais sans vraiment toujours y croire, c'est que d'après les Warren, les loups-garous existent donc, mais sous une forme complètement autre que celle qu'on se figure nous. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo sur Bill Ramsey et sur le loup-garou de Londres. J'espère que ce format-là, un peu différent des autres, vous aura plu, parce que c'est pas forcément quelque chose que j'ai l'habitude de faire, mais je trouvais l'histoire intéressante parce que vraiment on a l'impression que ce monsieur c'était quelqu'un de finalement très simple, d'un peu désespéré certes, mais qui avait vraiment un vrai problème. Loup-garou ou pas, je vous laisse vous faire votre propre opinion, mais en tout cas n'hésitez pas à me la laisser en commentaire parce que ça m'intéresse toujours de savoir ce que vous en pensez. Et puis en attendant, je vous dis certainement à bientôt pour une nouvelle vidéo, du moins j'espère le plus vite possible, même si comme d'habitude je ne garantis pas grand chose. En attendant, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches, et moi je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao. I had a funny call the other day. He said,